Les Astres de Pavie par Jean Giono. C'est le premier livre d'histoire que vous écrivez. Oui, et je crois le seul que j'écrirai. Lorsque vous avez entrepris ce travail, est-ce que vous n'avez pas pensé que c'était un peu hardi, n'étant pas historien, de trouver quelque chose de nouveau à dire sur un sujet aussi connu apparemment? Trouver quelque chose de nouveau, en effet, c'était difficile, parce que la littérature est abondante sur la bataille de Pavie. Mais qu'un romancier s'occupe d'histoire me paraît assez naturel. Si on pense à Hérodote, par exemple, qui a plutôt écrit des histoires qu'une histoire. Évidemment, je suis plus près d'Hérodote que de Thucydide, évidemment. Mais écrire, je crois, un livre d'histoire est un travail de romancier. Comment avez-vous travaillé? Eh bien, il a fallu d'abord que je m'intéresse au sujet. Et pour m'intéresser au sujet, il fallait par conséquent que je sois dans une matière neuve. J'ai donc essayé d'abord de lire toute, ou en grande partie, la littérature qui avait déjà été écrite sur la bataille de Pavie. Puis j'ai essayé de trouver des choses nouvelles, des choses qui pouvaient attirer mon attention et me plaire et m'intéresser. Autrement dit, faire une sorte de petit travail de détective autour de cette bataille. Je suis d'abord allé à Pavie même, me rendre compte de ce qu'était le champ de bataille actuellement. Il ne reste plus grand-chose, je vous en parlerai tout à l'heure, il ne reste plus grand-chose des traces de la bataille, évidemment. Oui. Mais il en reste quand même encore assez pour qu'on puisse reconstituer les événements tels qu'ils se sont passés. Vous êtes allé là-bas à Pavie le jour même anniversaire de la bataille? Plusieurs fois, et notamment le jour même de la bataille, car je voulais me rendre compte du temps qu'il faisait. Le temps qu'il faisait, alors là, on ne peut pas s'en rendre compte en allant seulement une fois, mais je m'étais fait aider par l'ONM italienne, qui m'a renseigné sur le temps normal qu'il faisait couramment au mois de février dans ces régions autour du Tessin. Et puis, j'ai cherché aussi des almanachs de l'époque. En plus des almanachs de l'époque, j'ai trouvé des renseignements intéressants sur le temps dans la correspondance de certains commerçants italiens qui vendaient du feutre de Pavie à Gênes. Et j'ai trouvé notamment une lettre d'un petit bourg autour de Pavie, d'un marchand de feutre qui écrivait à son correspondant de Gênes pour lui dire que justement ce jour-là, le 24 février, il ne pouvait pas assurer la livraison de son feutre parce que les charrois étaient difficiles en raison du temps gras. Document qui était particulièrement intéressant puisqu'il démentait ce qui jusqu'à présent avait été dit sur le temps qu'il faisait le jour de la bataille de Pavie. Oui, Mignet par exemple dit c'était par un clair et froid matin de février. Eh bien par un clair et froid matin de février, la bataille ne s'explique pas. Il faut penser que nous avions affaire à une armée très différente des armées actuelles, que l'artillerie était une artillerie rudimentaire, montée sur de grandes roues en fer, très larges et qui avait besoin d'un terrain sec pour pouvoir se déplacer. Que de notre côté, une grande partie de l'armée française était constituée, la partie la plus agissante, était constituée par la lourde cavalerie de la gendarmerie qui était une cavalerie lourde, les chevaux et le cavalier faisaient 600 kilos à peu près. C'était très important car cette cavalerie ne luttait que par son poids. Elle ne luttait pas par son courage, elle a lutté ensuite par son courage puisqu'elle a été brisée en petits morceaux et qu'à partir de ce moment-là, ce sont des engagements personnels qui se sont livrés. Mais dans une bataille, la cavalerie chargeait en raison de son poids. Alors on chargeait les chevaux le plus possible, on chargeait les armures, cette cavalerie partait au grand galop et essayait de disperser par son poids l'adversaire qui était généralement de l'infanterie, mais de l'infanterie suisse organisée en carré, qu'on appelait le carré suisse, qui était constitué par 76 rangs de 76 hommes. Les 6 premiers rangs avaient des piques de 6 mètres de longueur pour recevoir précisément cette cavalerie sur les piques. Et les rangs intérieurs étaient constitués de mousquets à fourche, d'arquebuses à fourche, qui pouvaient aligner leurs coups et les porter sur les cavaliers qui attaquaient. Est-ce que Pavie fut une bataille très meurtrière? Pavie fut une des premières batailles très meurtrières, mais non pas en raison de la bataille même, mais en raison des combats singuliers qui se sont livrés à la suite de la défaite de l'armée française. Que vous m'expliquiez. Très volontiers. Bon, je vais vous faire alors d'abord le Tessin. Il y a le Tessin qui coule à peu près comme ça. Et nous avons Pavie, qui est là.
Ici se trouve une petite île dans laquelle se trouvait un poste français, le poste de Montmorency. Ici se trouvait l'abbaye de l'Enfant, où le roi avait établi son quartier général au moment du siège. François Ier. François Ier. Ici se trouvait le Naviglio. C'était un canal qui avait été fait par les Sforza et qui venait se jeter à ce moment-là dans le Tessin par ici. Actuellement, cette partie du Naviglio a été couverte. Le Naviglio vint se jeter par là, et ceci est la voie du chemin de fer. Ce Naviglio, vous allez voir, est intéressant car il borde le parc de Mirabello dans lequel s'est livrée la bataille. L'armée française, c'était après diverses attaques, notamment une attaque contre cette porte ici et une attaque contre cette porte-là. La citadelle était ici. Et ces deux attaques ayant échoué, l'armée française, avec le roi, vient se fixer d'abord à Mirabello, qui était un petit château des Sforza, un petit château de chasse. Le parc allait jusqu'à la Chartreuse de Pavie et avait à peu près cette forme-là. À peu près cette forme-là. Ici se trouve une petite ville qui s'appelle Lardirago, qui est intéressant de placer. Là, une autre petite maison qui s'appelle la Cascina Repentita. Le roi, donc, quitte l'abbaye de l'Enfant, vient s'installer à Mirabello et au bout de quelque temps, à Mirabello viennent avec lui des quantités de marchands qui viennent vendre des denrées à l'armée. Puis ils sont tellement embarrassés par tous ces marchands que le roi se retire dans cette petite maison ici qui s'appelle la Cascina Repentita. Le roi n'abandonnait jamais sa gendarmerie se place par conséquent autour de cette Cascina Repentita. Mais avant de vous parler de l'emplacement du roi, il faut que je vous situe un peu la position de ce parc. Ce parc était un ancien parc de chasse des Sforza, et ici se trouvait un ruisseau, et se trouve encore d'ailleurs, qui s'appelle la Vernavola, qui a à peu près ce cours-là. Et ici se perd dans des prairies basses et des prairies marécageuses. Là, une route qui va vers oui, cette route-là n'est pas très importante, mais enfin, je la dessine quand même. Je la dessine quand même, je porterai la carte trop loin pour vous dire où ça va. Ici, la route qui va à Lardirago, là, la Vernavola, et là, des bosquets. Des bosquets qui sont très importants. Un ici, un là, et un ici. Alors, ce bosquet ici était un bosquet d'arbres très serrés et de buissons, parce que sur un terrain marécageux. Ici encore, ceci est un canal, ceci est le Naviglio, adossé au Naviglio, un autre bosquet qui est aussi très marécageux et qui par conséquent ne peut pas servir pour la bataille.